La grossesse débute avec la fécondation de l'ovule par le spermatozoïde. L'ovule fécondé, qu'on appelle alors le zygote, va poursuivre son chemin dans la trompe de Fallope pour aller s'établir dans l'endomètre de l'utérus, un coussin douillet gorgé de sang pour nourrir le nouvel être en formation qui devient à ce moment-là un embryon. C'est le processus qu'on appelle la nidification. Après la nidification qui a lieu 7 jours après la fécondation, la grossesse durera environ 40 semaines, où le zygote va poursuivre ses divisions cellulaires pour devenir embryon et fœtus, avant de devenir un bébé lors de la couche. L'embryon est nourri par l'endomètre de l'utérus jusqu'à ce que le placenta et le cordon ombilical soient bien en place. Une fois bien installé, l'embryon sécrète des hormones qui vont commander à l'utérus de la mère de s'épaissir pour assurer son alimentation. On observe alors l'arrêt des menstruations, qui est le premier signe visible de la grossesse. Par la suite, on voit l'apparition du sac amniotique. Le sac amniotique est une poche qui contient un liquide, le liquide amniotique, qui protège l'embryon des chocs causés par le déplacement de la mère. Les cellules de l'embryon se divisent très rapidement et se spécialisent aussi. Elles prennent chacun un rôle particulier. On voit apparaître des cellules d'os, de nerfs, de sang, de cœur, de reins, etc. Après le premier mois, on peut entendre le cœur du bébé. L'embryon mesure à peine 5 mm à la fin du premier mois. Après le deuxième mois, la plupart des organes sont en place. L'embryon devient alors un fœtus. Il mesure environ 3 cm et pèse 2 grammes. Au troisième mois, le placenta se met en place. Il sert à nourrir le fœtus, à lui fournir l'oxygène et à le débarrasser de ses déchets. Le placenta est relié avec la mère par le cordon ombilical. Le fœtus commence à bouger. On peut déterminer le sexe du bébé par échographie. Il mesure 10 cm et pèse 45 grammes. Le troisième mois marque la fin du premier trimestre. C'est la période critique du développement du cerveau du bébé. À partir de ce point, il y a moins de risques de voir apparaître des malformations congénitales. Au cours du quatrième mois, les organes génitaux finissent leur formation. Le squelette et le cerveau deviennent fonctionnels. Il mesure 17 cm et pèse 160 grammes. À la fin du cinquième mois, un petit duvet couvre le bébé, qu'on appelle le lunago. Les mouvements sont de plus en plus importants, malgré que bébé dort en moyenne 18 à 20 heures par jour. Il commence à réguler son taux de sucre. Lorsque maman mange du sucre, le liquide amniotique a un goût qui est plus sucré et il en boit davantage. Il prend la position fœtale. Il commence à manquer de place. Il mesure 23 cm et pèse 385 grammes. À la fin du deuxième trimestre, au 6e mois, il mesure 30 cm et pèse 650 grammes. Ses cheveux commencent à pousser. Il comprend la voix de sa mère et certaines routines. Les mouvements sont plus rapides et les battements du corps plus forts. On les entend à travers la peau. À la 24e semaine, il est viable. Il pourrait survivre si l'accouchement avait lieu à ce moment, mais demandant des soins très importants. Au 7e mois, il mange de plus en plus. Ses os sont formés, mais demeurent du cartilage. Ils vont se solidifier plus tard au cours de la petite enfance. Ses yeux s'ouvrent. Il peut voir de manière un peu floue dans le liquide amniotique. Il pèse 1,2 kg et mesure 35 cm. Au cours du 8e mois, les organes finissent leur maturation. Il accumule de plus en plus de gras pour assurer sa vie dans les premières journées. Il mesure 42 cm et pèse 2,1 kg. Durant le dernier mois de grossesse, il se pratique à respirer. Il a le hoquet régulièrement. Il se retourne pour avoir la tête en bas. Le lunago tombe et son rythme cardiaque ralentit pour se préparer à l'accouchement. Il mesure en moyenne 50 cm et pèse 3,5 kg. L'accouchement survient entre la 38e et la 40e semaine. Une hormone dans le cerveau du bébé déclenche les contractions de l'utérus qui marquent le début du travail. L'accouchement se produit en 3 étapes. La dilatation, en premier lieu. Les contractions poussent le bébé vers le col de l'utérus qui se dilate. Le sac amniotique se rompt. On dit que la femme perd ses os. Cela dure entre 6 et 12 heures. La deuxième phase est la phase d'expulsion. Le col est ouvert à 10 cm. Le bébé s'avance dans le vagin. Il étend la tête pour faciliter la délivrance. Cette étape est plus ou moins longue, entre 20 minutes et 2 heures. Et la troisième étape, la délivrance. Une fois que le bébé sorti, le placenta et une partie du cordon doit également être expulsés dans les 30 minutes suivant la naissance du bébé.
Regardons ce qui se passe lorsque la grossesse ne se passe pas exactement comme prévu. Commençons avec le cas de la grossesse gémellaire. Quand on parle de grossesse gémellaire, on parle de jumeaux. Donc, elle peut avoir deux origines. La première, la plus simple, est lorsque la femme va ovuler deux ovules durant le même mois et que ces deux ovules seront fécondés par deux spermatozoïdes différents. Les deux enfants seront des jumeaux non identiques. Ils auront autant de ressemblances que deux frères ou sœurs nés de deux grossesses différentes, avec des gènes bien différents. Les deux bébés vont se développer dans leur propre placenta et seront complètement indépendants. On parle d'environ 10 grossesses sur 1000 qui vont se dérouler de cette façon. Pour les jumeaux identiques, on a plutôt un ovule fécondé par un spermatozoïde. Mais, lorsqu'on atteint le stade de zygote, on ne sait pas trop pourquoi, mais le zygote se sépare en deux pour former deux embryons différents. Les deux bébés auront exactement le même bagage génétique, puisqu'ils sont originaires du même spermatozoïde et du même ovule, et vont en général partager également leur placenta. On a environ 3 grossesses sur 1000 qui va donner lieu à des grossesses gémellaires identiques. Dans certains cas, la division du zygote lors de la grossesse gémellaire identique ne se fait pas totalement, ce qui se développe en une grossesse siamoise. Les deux bébés se développent avec une partie du corps qui est jointe. On va retrouver une grossesse siamoise dans un cas sur 2500 des grossesses de jumeaux identiques. 15% des jumeaux siamois sont viables après la grossesse. Dans certains cas, les jumeaux vont pouvoir être séparés s'ils ont développé tous les systèmes vitaux du corps humain. Dans d'autres cas, il n'y aura pas tous les systèmes vitaux du corps et on ne pourra pas séparer les jumeaux. Ils vont donc vivre toute leur vie joints l'un à l'autre. Quand la grossesse se passe pas exactement comme il fallait. La fausse couche. La fausse couche est un arrêt naturel de la grossesse. Elle touche environ une grossesse sur 5. La majorité des fausses couches, soit 80 à 90%, se produisent au début de la grossesse durant les 12 premières semaines. Plusieurs événements peuvent être responsables d'une fausse couche. Les problèmes génétiques sont ceux qui vont arriver au début de la grossesse. On peut penser à des anomalies des chromosomes, par exemple. Ce qu'on appelle l'aneuploïdie, c'est-à-dire ne pas avoir le bon nombre de chromosomes pour chacune de nos 23 paires. Les problèmes chromosomiques représentent environ 30% des fausses couches. On peut aussi avoir des problèmes de santé du côté de la mère, ce qui pourrait représenter un faible pourcentage par contre des fausses couches. Un problème hormonal, un problème de coagulation, une malformation de l'utérus par exemple. Un accident, une chute ou de la violence conjugale peut également provoquer des fausses couches. Le risque de fausse couche augmente également avec l'âge de la mère. Une grossesse sur 2 après 45 ans va terminer en fausse couche. La grossesse ectopique. 4 à 8% des fausses couches s'expliquent par une grossesse ectopique, c'est-à-dire que le zygote ne se développe pas au bon endroit. Dans la majorité des cas, ce sera à l'intérieur de la trompe de Fallope que le zygote va se développer. Mais ça peut aussi s'implanter dans l'ovaire ou dans le col de l'utérus. Comme ces cavités ne sont pas équipées pour le développement d'une grossesse, malheureusement, cette grossesse-là ne va pas se prolonger très longtemps. Et plus elle sera détectée tard, plus elle sera risquée. Par exemple, passer 7 semaines, une grossesse qui se développe dans la trompe de Fallope pourrait mener à une rupture de la trompe et à de graves hémorragies internes. Elle sera en général détectée entre 5 et 7 semaines de grossesse, car il y aura des douleurs importantes et des saignements anormaux qui mèneront à une investigation médicale et la découverte de l'emplacement du zygote. La naissance prématurée survient avant le terme, soit avant 37 semaines de gestation.
Avec les avancées actuelles dans la néonatologie, soit la spécialité de la médecine qui s'occupe des bébés prématurés, il est possible de sauver des enfants aussi jeunes que 24 semaines de gestation. Évidemment, plus le bébé sera prématuré, plus il devra être pris en charge longtemps par la médecine pour compléter son développement en incubateur. Il aura également, en général, plus de conséquences à long terme de cette naissance prématurée. On observera par exemple des retards de développement, des retards intellectuels, des problèmes d'audition, de vision ou de mobilité. L'hypertension chez la femme, des ruptures prématurées des poches des os, sont en général des causes fréquentes de naissance prématurée. Un bébé mort-né, il est possible que la grossesse se déroule bien, mais que le bébé, pour une raison ou pour une autre, ne survive pas à l'accouchement. Entre 6 à 8 naissances sur 1000 va malheureusement se terminer avec le décès du bébé. Son cœur va tout simplement arrêter de battre, soit pas très longtemps avant, pendant ou très rapidement après l'accouchement. La naissance par césarienne. Il est possible aussi que tout se passe bien pour la grossesse, mais qu'au moment de l'accouchement, il y a quelque chose qui ne se passe pas comme prévu. Dans différentes circonstances, par exemple, en raison de l'épuisement du bébé lors d'un travail qui se prolonge, soit un entourement du cordon autour du cou du bébé, le mauvais positionnement du bébé, des problèmes au niveau de la mère, sont autant de raisons là, pour procéder à un accouchement par césarienne. Cette intervention chirurgicale consiste à faire une incision dans le ventre, à travers l'utérus, pour sortir le bébé. En résumé, une fois la fécondation effectuée, la rencontre du spermatozoïde et de l'ovule, on a la création d'un zygote, qui est la première étape d'un nouveau bébé à naître. Le zygote divisera ses cellules progressivement, s'implantera dans l'utérus, va devenir embryon, puis fœtus, pour enfin être délivré et devenir un nouveau bébé. Ce voyage dure, en moyenne, 40 semaines. Maintenant que le voyage intra-utérin du nouvel être humain est terminé, voyons les grands stades de développement extra-utérin s'étendant du nourrisson à la personne âgée et à la mort.